Des favoris à la dérive, je pense notamment à Hubert Hurkacz, à Matteo Berrettini, à Félix Auger-Aliassime dans un moindre mal, Djokovic et Nadal qui ont souffert mine de rien pour aller au second tour, Serena Williams qui a peut-être fait ses adieux face à Ramonitane qui a fait son retour très court face à Ramonitane, enfin très court, le match a été long mais du coup le retour était plutôt court parce qu'elle n'a fait qu'un petit tour à Wimbledon avant de rentrer chez elle. On a les Français, c'est plutôt pas mal pour les Français. La question aussi qu'on va se poser, c'est est-ce que le gazon cette année est trop lent? Comme d'ailleurs depuis quelques années maintenant, est-ce que le gazon devient trop lent? Nick Kyrgios s'en est plaint. Pas mal de personnes commencent à s'en plaindre. On sait qu'il y a 20 ans, le gazon était ultra rapide, que beaucoup de grands serveurs remportaient ce tournoi. On a décidé du coup de ralentir un petit peu la surface du gazon. Mais est-ce que la ralentir pour avoir un Bautista Agut en demi-finale en 2019, c'était la bonne solution? Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce premier tour de Wimbledon qui a été absolument dingue. Il s'est passé tout et n'importe quoi dans le tennis, hors du tennis, dans la légende, hors de la légende. Il y a eu tellement de trucs, il y a eu tellement de matchs en 5-7 aussi. Il y en a eu énormément, notamment chez les Français. Je pense notamment à Gaston, mais ça on en parlera plus tard, et Charles Gasquet aussi. Mais on va parler aussi d'ailleurs d'un match en 5-7. C'est celui d'Hubert Hurkacz qui a perdu, favori à la dérive numéro 1. J'appelle Hubert Hurkacz, qui perd face à Davidovich Fokina. Alors sur terre battue, j'aurais dit que ça a été un match piège, mais là, honnêtement, sur gazon, j'avais aucune raison de m'inquiéter pour Hubert Hurkacz, qui était tellement fort, tellement costaud, tellement bien dans sa tête par rapport à un Davidovich qui peut partir dans tous les sens. Il a été mené très vite 2-7-0, 5-3, 40-0, il était au bord du gouffre. Il a réussi à revenir, il revient derrière à 5 partout, la pluie qui a après interrompt un petit peu le match. Il arrive à revenir à 2 manches partout, il sert pour le match à 5-4, il avait fait le plus dur à ce moment-là, c'était bon, il allait gagner ce match et puis il le perd au super tie-break. Je déteste le super tie-break, mais du coup quand même, voilà, il perd au super tie-break 7-6, au super tie-break du coup face à Davidovich Fokina qui fait une très très belle victoire, et Hubert Hurkacz malheureusement qui est déjà l'un des premiers outsiders, on va dire outsider favori, qui perd en tout cas dans ce match. On a après eu Matteo Berrettini le lendemain qui dans ce tournoi a annoncé, sans même jouer un seul set, un seul point même, a annoncé être positif au coronavirus et du coup ne peut pas défendre ses chances de finaliste en titre, mine de rien. Il ne peut pas défendre ses chances, Matteo Berrettini, tout comme Marin Cilic la veille qui avait aussi été positif au coronavirus. Ça y est, l'épidémie de Covid recommence. Est-ce qu'on pourra s'inquiéter après pour d'autres joueurs, d'autres joueuses? On ne sait pas, on verra évidemment. On pense notamment à Nadal qui s'entraîne avec Berrettini, Djokovic qui s'entraîne avec Cilic. Évidemment, il ne faut pas tout de suite tomber dans le dans l'inquiétude, mais on ne sait jamais, on sait vraiment jamais. Novak Djokovic qui lui a eu vraiment du mal face à Kwon, 4 petits sets, comme face à Jack Draper l'année dernière où il a mis 4 petits sets aussi pour gagner son premier match avant de dérouler après son Wimbledon. Je pense que ça va être pareil pour Djokovic. Honnêtement, ce 4-7 là ne m'inquiète pas pour Novak Djokovic. Je ne l'ai pas trouvé bon, mais je trouve qu'au fur et à mesure, son niveau de jeu a monté d'un cran à chaque fois au fur et à mesure des sets. Premier set très compliqué, c'est vrai qu'il d'entrée, il a du mal. Il arrive quand même à le gagner avec la force du caractère du champion évidemment. Deuxième set, c'est pareil, il a vraiment beaucoup de mal et là il n'arrive pas à remonter, il perd le deuxième set. Après le troisième, c'est très serré au début, puis d'un coup il accélère et là c'était fini pour Kwon. Nadal c'est différent parce que je trouve que Nadal lui a fait un début voilà, un petit peu poussif, mais il tenait bien ses roundolos. Il le break au meilleur des moments à 5-4 dans le premier pour prendre le premier set. Il déroule on va dire dans le deuxième. Et d'un coup, dans le troisième, il a le break, et puis peut-être un petit peu une petite décompression, peut-être un petit peu voilà, le contre-coup physique, puisqu'il n'a pas joué quand même depuis 3 semaines, même si j'ose pas y croire quand même que Nadal ait un contre-coup physique à ce moment-là. Il sait bien qu'à 2-7, un break, c'est jamais fini. Mais c'est Rondolo qui petit à petit lâche ses coups, se met à dire bon bah voilà, de toute façon, perdu pour perdu, je vais tout donner. Et puis qui revient, qui remporte le troisième set, qui a le break dans le quatrième, 2 balles de double break dans le quatrième, il est quand même pas loin d'avoir un 5e set. C'est pour ça que je suis quand même plus inquiet pour un Nadal qui a été pas loin de faire 5-7 plutôt qu'un Novak Djokovic. Mais les 3 derniers jeux de Nadal ont été très convaincants, il remporte 15 des 17 derniers points. Je trouve que ça a été voilà, très convaincant ces 3 derniers jeux de Rafael Nadal, mais après il faudra répéter ça. Mais c'était un premier tour, c'était pas facile évidemment. Deuxième tour, c'est face à Berankis, ça ira je pense évidemment pour Rafael Nadal, je ne vois pas beaucoup de soucis. Par contre ça ne va pas pour Félix Auger-Aliassime qui perd face à Maxime Cressy. J'avais dit que ça allait être un premier tour très très piège, je sentais un petit peu le Gilles Muller, Rafael Nadal comme en 2017, alors c'était un 8e de finale pour Gilles Muller contre Rafael Nadal, mais je sentais un petit peu ce match piège, un serveur volleyeur
voilà, je crois qu'il a fait plus de 110 montées à la volée, je sais pas si on s'en rend compte, plus de 110 montées pour plus de 70% de réussite. Donc ça veut dire qu'il a remporté, allez, plus de 75 points à la volée. C'est, voilà, quand un taux de réussite comme ça, évidemment, c'est très compliqué. Et pour Félix, qui a eu du mal à retourner, je trouve vraiment dans le jeu, ça allait, mais c'est surtout au retour qu'il a eu du mal. Et quand tu as du mal à retourner face à un serveur comme Chrissy, face à un joueur qui va jouer voilà, en 2 coups de raquette, quand tu joues face à un joueur qui a 2 coups de raquette, le retour est un coup primordial. Il est vraiment primordial. C'est là où les Nadal, les Djokovic, les Andy Murray, les Roger Federer sont tellement forts. C'est que face à ces joueurs-là, s'ils se procurent une balle de break, ils la saisiront. Et je trouve ça colossal. D'ailleurs, Félix ne s'est pas procuré une seule balle de break. C'est impressionnant, il n'a pas une seule balle de break. Et voilà, c'est terrible pour Félix. Je suis vraiment déçu parce que je voyais bien Félix aller loin, comme Berrettini. Bon, Berrettini, ça c'est pas de sa faute, entre guillemets. Hubert Hurkacz. Ça me déçoit un petit peu, mine de rien, parce que voilà, après ça ouvre un petit peu encore plus le tableau pour Djokovic, Nadal. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de mouvement, quoi, quand ça bouge un petit peu, mais voilà. Si on se retrouve encore avec Djokovic et Nadal en finale, faudra leur dire bravo, ils auront profité évidemment des trous des autres, mais eux, ils ne font jamais de trous quand les autres en font. Donc, faut leur dire bravo à Djokovic et Nadal, et comme je dis à chaque fois, il faut profiter de ces légendes-là, profitons-en, parce que Roger Federer, pour le moment, n'est plus là. Donc, profitons de ces deux-là, profitons de Djokovic, profitons de Rafa Nadal, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on en profite, et on admire ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est colossal, et on voit, ils banalisent extraordinaire, parce que peut-être que pour certains, aller en deuxième semaine, c'est quelque chose de colossal. Pour eux, c'est normal. S'ils vont pas en deuxième semaine, on dirait que c'est la catastrophe. Si Nadal la perd en première semaine, on dira oh là là, est-ce que c'est le moment de la retraite pour Rafael Nadal? Si Djokovic perd en première semaine, on dira oh, est-ce que c'est l'année du déclin pour Novak Djokovic? Est-ce que Djokovic ne gagnera plus jamais un seul grand chelem? On se posera ces questions-là, évidemment. Parce que si jamais, même s'ils perdent avant les demi, on se posera ces questions-là. Mais voilà, ils le savent, sans qu'ils ont une pression de dingue sur les épaules. Mais ils ont des épaules tellement lourdes, tellement chargées qu'ils supportent la pression évidemment. Le moment numéro 2, c'est le retour de Serena Williams, le retour écourté de Serena Williams qui a fait quand même 3 sets de plus de 3 heures face à Harmony Tan. Un très très long combat physique et on savait que physiquement on pouvait se poser des questions sur Serena Williams. On l'a vu que physiquement c'était très très compliqué pour Serena Williams, malheureusement pour elle parce que honnêtement... Franchement, tennistiquement, je trouve que ça allait, mais physiquement, c'est compliqué. Les déplacements, c'est très compliqué. Harmony Tan qui a abusé de l'amorti, mais elle a eu raison, elle a abusé aussi des chips. Du coup, les chops, les balles qui descendent très très basses avec ce rebond sur gazon qui est un petit peu plus bas, évidemment, c'est plus compliqué pour Serena Williams, qui pourtant a servi pour le match à 5-4, qui avait même le break à un moment 3-1 dans le troisième, qui avait le match en main, parce que elle perd le premier, ok, mais elle revient dans le deuxième, elle écrase Tan dans le deuxième, Tan qui d'ailleurs fait plus de variations dans le deuxième, je comprends pas pourquoi d'ailleurs elle a arrêté de varier dans le deuxième. Dans le troisième, Tan s'est remis à varier, on a vu que Serena a eu du mal. Serena break à 5-4 et là, elle a un hurlement comme si elle avait gagné le match en fait, comme si elle était en larmes. Et je me demande si ce moment-là, ça lui a pas mis un petit peu la pression de se dire mais j'ai pas encore gagné le match, j'ai encore 4 points à aller chercher. Et du coup, elle n'a pas été allée chercher. D'ailleurs, Tan qui gagne son jeu de service, qui débreak, qui gagne son jeu de service, 6-5, qui a une balle de match à 6-5. Elle s'en sort pas. Serena Williams qui mène 4-0 service à Suisse, donc 4-0 plus un service dans le super tie-break. C'est un super tie-break, je rappelle aussi chez les femmes, chez les hommes comme chez les femmes, à 6-6 dans le troisième ou dans le cinquième. C'est un super tie-break. Donc super tie-break 4-0 pour Serena Williams qui se détache très facilement. Tan qui revient, qui mène 5-4. Après, c'est un petit peu, ça joue des coups d'un 5-5, 6-6, 7-7. Ou non, pas 7-7, pas 7-7, ça fait 8-6 pour Harmony Tan, 8-7, 9-7. Harmony Tan d'ailleurs qui remporte ce match. Magnifique performance d'Harmony Tan. Pour Serena Williams, évidemment, la question peut se poser, est-ce que c'était son dernier match à Wimbledon? Est-ce que c'est son dernier match tout court? Je pense que Serena Williams, de toute façon, ça a été venue à Wimbledon, c'est parce qu'elle pensait qu'elle avait des chances de gagner Wimbledon. On a vu quand même que physiquement, ça allait être très très juste, ne serait-ce que pour aller en deuxième semaine. On a même vu là, voilà, que ça n'a pas tenu pour passer un tour. On verra si peut-être pour l'US Open, elle arrivera peut-être un petit peu mieux préparée que là pour Wimbledon, parce qu'elle a annoncé qu'elle arrivait à Wimbledon il y a 2 semaines. On n'était même pas au courant qu'elle allait être à Wimbledon, donc on peut se poser un petit peu la question pour Serena Williams, mais on verra bien. L'avenir nous le dira, mais en tout cas peut-être qu'une légende du tennis à nous quitter. On a Roger, on a Serena, on a Novak, on a Rafa. Il faut profiter de ces gens-là, évidemment. Chez les Français, c'est plutôt un bon panaché au final au second tour. On a quand même un bon panaché de Français et de Françaises au second tour. Je pense notamment déjà chez les filles à Caroline Garcia qui s'est qualifiée au second tour. Voilà, bravo Caroline Garcia évidemment qui va au second tour, qui jouera Emma Raducanu sur le center court
pas simple sur le center court évidemment des Britanniques, donc pas simple du tout pour Caroline Garcia. Harmonitan, on en a parlé. Cornet qui a battu Putintseva dans un match assez tendu, alors peut-être pas dans le score, ça fait 6-3, 7-6, bon, assez tendu en deuxième, mais assez tendu on va dire entre les deux joueuses. On voit que c'était pas deux joueuses vraiment qui s'appréciaient énormément. On a Jade Paris qui a aussi remporté son match. On a Hugo Gaston qui n'aime pas faire court, évidemment. Il déteste faire court, Hugo Gaston. Pourquoi faire court quand on peut faire long? Ben oui, Gaston qui gagne en 5-7, en étant emmené 5-3, pardon, service à suivre dans le quatrième. Voilà, c'est Hugo Gaston, évidemment. Et puis il gagne derrière 7-6, et puis 6-3. Hugo Gaston qui remporte son premier match à Wimbledon. Bravo Hugo Gaston, mine de rien, voilà, encore une très belle victoire. Richard Gasquet qui gagne lui aussi un match en 5-7, j'avais très peur physiquement, il met 2-7-0, il se fait remonter à 2-7 partout par Joao Sousa. Et puis petit à petit, le petit Richie, il fait sa petite route, voilà, il prend du plaisir, il s'éclate tout le court, bah, c'est ce qu'on lui demande parce qu'on n'attend plus d'un Gasquet qu'il aille en quart de finale, clairement. Voilà, on attend qu'il s'éclate, qu'il se fasse plaisir, là voilà. Fais-toi plaisir mon Richard, et puis continue comme ça, vraiment, c'est positif pour toi. On a du Grenier qui a gagné son match, qui menait 2-7-0, qui avait le break dans le troisième, qui se fait remonter par Hussler et qui remporte quand même son match. Ça a été, ça a été laborieux. Mais ça va. En tout cas, en 5-7, on a vraiment plutôt bien géré, à part Rinderknecht qui perd en 5-7 contre Shapovalov. Mais bon, déjà, tenir 5-7 face à Shapovalov, c'est quand même pas mal, même si Shapovalov, j'ai du mal avec lui. Et puis, on a eu Kwako face à Isner qui a servi, je crois, plus de 50 aces, donc... bonjour l'horreur pour bonjour l'horreur pour Kwako. Donc vraiment pour les Français, vraiment un très bon résultat, très bon score, je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'on en aura au troisième tour? Je ne sais pas, on peut se poser des questions chez les filles, chez les hommes, mais on verra. De toute façon là on vit au jour le jour, on n'a plus de Français, tête de série. Je pense à Hugo Humbert qui a vraiment une vraie chance, une vraie carte à jouer. Parce que Hugo Humbert, comme je dis, il joue Casper Ruud au prochain tour, et Casper Ruud évidemment sur gazon c'est prenable, c'est évidemment prenable. Donc moi je dirais quand même qu'Hugo Humbert a vraiment une chance d'aller plutôt loin. Mais il ne m'a pas convaincu face à Etcheverry. Hein. Honnêtement, faire 5-7 face à Etcheverry, c'était pas le meilleur Hugo Humbert qu'on ait vu, mais bon, on verra. Manarino aussi qui a fait 5-7, Manarino aussi qui a gagné en 5-7 aussi. Manarino, attention, parce que Manarino, lui, sur gazon, il rigole pas. Hein. Manarino, lui, il rigole pas. Le moment numéro 4 que j'ai retenu, c'est Andy Murray. L'immortel Andy Murray, évidemment, qui, voilà. Andy Murray, comme vous le savez, qui berce mon cœur depuis plus de 15 ans, enfin presque 15 ans maintenant, quasiment. C'est mon dieu du tennis, et puis voilà, bah, c'est lui aussi, hein, c'est comme Gaston évidemment. Pourquoi faire court quand on peut faire long? 4-7, compliqué, face à deux quarts, s'il s'en sort au final, encore une fois, quasiment au bout de la nuit, il a emmené les Britanniques au bout de la nuit, quasiment au couvre-feu. Alors pas le couvre-feu Covid, mais le couvre-feu, en fait, ça a été vu avec les habitants d'à côté, où il y a un couvre-feu à 23h, heure britannique, donc minuit pour nous, à minuit pour nous, les matchs normalement devraient s'arrêter. Même si Murray a déjà été coutumier du fait d'aller plus loin, parce que c'était Andy Murray évidemment, et on ne peut pas couper un match de Sir Andy Murray, ce serait un crime de lèse-majesté évidemment. Voilà, je tenais à en parler. Andy Murray qui gagne son match, qui jouera face à John Isner prochain match. Il y a quelque chose à jouer parce que John Isner évidemment sur gazon c'est très fort, au service c'est très fort, mais Andy Murray en retour c'est très bon. En plus, il sera sur le center court, pardon, donc il aura le dégagement nécessaire pour pouvoir retourner plutôt loin. Parce que voilà, Kwako il est dans un petit court, donc pour retourner quand tu as ça de dégagement, c'est compliqué. Murray va avoir ça de dégagement sur son court, donc il va pouvoir bien retourner. Il a le public avec lui, tout va bien. Pour moi, Andy Murray, je le vois gagner clairement face à John Isner. J'espère qu'il va gagner, continuer. Et Murray, franchement, comme j'ai dit, il peut aller en quart de finale, clairement. Alcaraz aussi, il a eu du mal. Alcaraz, je n'en ai pas parlé d'Alcaraz, mais il a eu du mal aussi, Carlos Alcaraz. C'est prenable, hein. Sinner aussi, c'est prenable. Isner, Sinner, tout ça c'est prenable. Donc moi je vais Andy Murray vraiment aller loin. Et là vraiment Andy, allez, fais-moi plaisir. Passe ce tour face à John Isner, je t'en supplie, pour le tennis, pour l'honneur aussi des Britanniques qui ont envie de t'avoir jusqu'au bout. On a perdu Dan Evans. Ils ont encore Cameron Norrie. Ils ont encore Cameron Norrie qui a gagné facilement aussi son match. Et le moment numéro 5, c'est un petit débat que je lance. Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est Kyrgios qui a mené un petit peu la révolte. Kyrgios qui a d'ailleurs été un petit peu révoltant sur son match face à JU2B, le britannique wildcard. Il a eu du mal, Kyrgios, 5-7. Il a un petit peu été virulent avec le public. Il a craché à la fin du match en direction du public. Et il a dit que le gazon était lent, qu'il fallait arrêter. Bon, il y a plein d'insultes, je pense aussi dans ce qu'il a dit. Qu'il fallait arrêter de ralentir cette surface. Que sur le gazon, il n'y avait pas de rallye, bordel de... Voilà. Donc la question c'est est-ce que le gazon est trop lent? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des Roberto Bautista Agut en demi-finale en 2019?
Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des joueurs plutôt à l'aspect défensif remporter Wimbledon? C'est vraiment la question, je pense, que Kyrgios se pose. Après, Kyrgios, lui aussi, c'est tout à son avantage d'avoir un gazon plutôt rapide, parce qu'il a un style de jeu qui serait parfait à un gazon rapide. Je pense que Kyrgios, sur un gazon des années 80, il est comme un petit poisson dans l'eau, le Nick. Il serait mais heureux comme tout, il serait vraiment aux anges. Donc là, c'est la question que je me pose. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop lent, mine de rien. Après, est-ce qu'on le mettre aussi rapide que les années 80? Je sais pas. Mais je pense qu'on peut trouver, mine de rien, un juste milieu. Ça veut dire qu'il y ait des joueurs, comment dire, un style défensif qui peuvent briller à Wimbledon. Et en même temps, pas que des grands serveurs. On ne veut pas se retrouver avec John Isner, Maxime Cressy, Opelka et Raonic s'il revient en demi-finale de Wimbledon l'année prochaine. Donc on verra ce qu'ils feront, mais en tout cas c'est pas dans l'ordre du jour d'accélérer les surfaces. Au contraire, en ce moment c'est plutôt de les ralentir les surfaces. Alors il y avait l'Open d'Australie qui s'était un petit peu amusé à accélérer la surface parce qu'il paraît que ça avantageait Roger, donc il faisait ça pour avantager Roger. Ce qui est logique parce que Roger, je pense, a vraiment plus un style de jeu de surface très rapide. On l'a vu notamment, il était très fort au Masters de Shanghai. À l'époque, c'était à Shanghai le Masters, avant que ça passe à Londres et avant que ça passe à Turin. Et au Masters de Shanghai, la surface était d'une rapidité affolante. Et Federer, il défonçait tout le monde. Il défonçait tout le monde sur ce Masters parce que voilà, il a un style de jeu parfait pour la surface rapide. Donc voilà, c'est le débat que je me pose. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous le gazon est trop lent? Est-ce qu'il est très bien comme il est? Ou est-ce qu'il faut le ralentir encore plus? Est-ce qu'il faut... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis salut à tous. On se retrouve dans 2 jours du coup pour les débriefs de deuxième tour. J'espère autant de folie, peut-être pas autant d'émotion parce qu'après on va faire une caisse cardiaque à la fin, mais peut-être pas autant d'émotion, mais vraiment encore plus de folie peut-être. Parce que là, le Wimbledon il est lancé quand même sur des chapeaux de roue. Alors dommage les joueurs... stoppé pour le Covid, pardon, parce que ça c'est quand même dégueulasse, enfin c'est dégueulasse, c'est pas de leur faute, mais voilà, c'est dommage, ça dénature un petit peu le jeu, mais ceux qui perdent sur les cours de tennis, bah ça on n'y peut rien, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Je vous dis salut à tous, et allez Gilles Simon, portez-vous bien.